Bonjour à tous, je suis Agathe Nicole, fondatrice de Woo, l'atelier des influences. Et je suis ravie de vous présenter Les Originaux, un podcast dédié au marketing d'influence et aux social media. Toutes les 2 semaines, nous prendrons la parole sur des thématiques variées, en compagnie de marques, plateformes, influenceurs ou tout autre acteur du secteur ayant à cœur d'innover avec originalité. Notre objectif, accompagner les marques et influenceurs qui souhaitent connaître les dernières nouveautés pour réussir au mieux à appréhender et piloter leur création de contenu. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Bonjour Eric, bonjour Thomas. Aujourd'hui, on va parler de nano-influence et bouche à oreille quand les consommateurs deviennent vos influenceurs. Donc la nano-influence, c'est un phénomène dont on entend parler de plus en plus ces derniers temps. Après la macro, la micro, vient donc la nano. Donc les nano-influenceurs, finalement, ce sont des consommateurs, vos consommateurs. Ils sortent un peu du modèle classique parce qu'on ne va pas attendre d'eux forcément une forte notoriété ou une grosse communauté. Ce qu'on veut, c'est qu'ils testent les produits, qu'ils en parlent. Et finalement, on se rend compte que cette authenticité fait qu'on a des résultats qui sont en général assez cool sur les campagnes de nano-influence. Mais Eric nous parlera de tout ça. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau finalement, parce que ça ressemble un peu, on pourrait appeler ça des réunions tupperware digitales. Donc c'est se réunir avec ses potes et puis découvrir un produit, en parler et pourquoi pas ensuite influencer le comportement d'achat de son entourage. Donc, on change un peu de la stratégie d'influence digitale, on remet vraiment l'humain au cœur du message. Avant de commencer, on va parler de quelques chiffres sur la nano-influence. 88% des internautes consultent les avis clients avant de préparer un achat. Donc ça, on le voit, que ce soit sur Amazon, sur Allociné, sur plein de sites. Finalement, on va aller regarder ce que les gens ont pensé avant d'acheter. 68% des internautes font confiance à ces avis, même si l'auteur est un parfait inconnu. Donc ça, c'est effectivement le cas. Un hôtel, on va se dire, OK, il a une note de 9,2. Dans la plupart des cas, on ne connaît personne qui y est allé avant. Et pourtant, ça va nous influencer. 72% des consommateurs ont plus confiance en leur cercle de proches, qui reste la principale source de recommandations avant achat. Donc, toujours dans la même lignée, on en parlait dans un autre podcast, mais si j'ai une copine qui a un joli rouge à lèvres et qu'elle me dit c'est le Kiss Kiss Guerlain numéro 5, ça aura plus d'impact que n'importe quelle pub qu'on va voir sur un abri de bus. 72% des internautes souhaitent construire une relation privilégiée avec les marques. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une demande des gens d'être plus proches des marques et de pouvoir communiquer avec le marketing, les services de vente, etc. 60% des internautes interagissent avec des marques sur les réseaux sociaux. Donc là, on rentre dans le partage sur Facebook, les likes sur Instagram, etc. Donc, l'authenticité, on en parle souvent. C'est vrai qu'elle est de plus en plus recherchée. Avec les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que certains influenceurs ont pris de plus en plus de poids et parfois sont devenus des médias. Donc, on perd un peu d'authenticité. C'est ce qu'on retrouve souvent énormément avec les micro-influenceurs et de plus en plus les nano-influenceurs. Donc, maintenant, pour aborder un peu ce sujet, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Donc, je suis avec Eric Merle et Thomas Chrétien. Eric, donc, de la plateforme Very Good Moment, et Thomas, qui travaille donc chez Nissan. Bonjour à tous, bonjour Agathe, merci beaucoup pour l'intro. Donc oui, ravi d'être là. Pour ma part, je suis entrepreneur. J'ai lancé donc en 2012 2 plateformes de nano-influence que sont Very Good Moment et Groupplay. Donc on était vraiment au tout début de l'influence et d'autant plus sur la partie nano. Aujourd'hui, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on recense plus de 250 opérations et plus de 260 000 consommateurs dans nos bases. Et nous, l'idée, c'est qu'on va vraiment jouer sur la partie expérience consommateur. On va vraiment créer des moments de consommation à partager entre amis, entre proches. On joue à fond sur la gamification, ce qu'on appelle. Donc, pour que les gens s'amusent, qu'ils passent à un moment unique, un moment spécial grâce à une marque. Et on va les incentiver là-dessus pour qu'ils puissent créer du contenu. Voilà, on va pouvoir en parler par la suite. Derrière, donc avec l'exemple de Nissan, qui est justement une super campagne. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que justement, Very Good Moment et Groupplay ont rejoint il y a quelques mois l'atelier de l'influence avec Woo, donc pour vraiment travailler sur toute la pyramide de l'influence. Ok, vous travaillez avec tout type de marques ?
Alors, on travaille avec tout type de marques. Depuis le début, on est plutôt dans l'agroalimentaire. Mais là où on est vraiment très fiers, c'est qu'on a réussi à diversifier justement les différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, on travaille dans les télécommunications avec Orange, dans les nouvelles techno avec Samsung, l'assurance même, du service assurance. Là-dessus, personne n'y croyait, donc avec la Maïf. Aujourd'hui, on travaille même avec du luxe, du Gardena, et prochainement même des cuisines. Donc là, je suis aussi très heureux. Et puis, une des plus belles campagnes qu'on ait pu réaliser avec Nissan. Pour laquelle Thomas pourra nous en dire un peu plus. Et alors Thomas, donc tu travailles chez Nissan. Bien, bonjour à tous, bonjour Ariane, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc oui, je suis le directeur des véhicules électriques et de l'écosystème pour Nissan West Europe. Alors, Nissan, la marque, tout le monde connaît. Nissan, les véhicules électriques, peut-être un peu moins. En fait, on est le pionnier de la mobilité électrique accessible. Ça fait partie de notre stratégie de marque depuis longtemps. Notre première voiture électrique, c'était en 1947, donc ça remonte. On a lancé la Nissan Leaf en 2010. On est déjà aujourd'hui à la 2e génération de la Nissan Leaf, c'est la 5e génération de batterie. Et la Nissan Leaf est la voiture 100% électrique la plus vendue au monde. C'était la voiture électrique la plus vendue en Europe l'année dernière. Et le point de départ, et on a parlé de l'authenticité et de l'influence, ce sont nos clients. Et sur la mobilité électrique, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, c'est qu'on a un taux de satisfaction des clients qui est absolument hors norme. On a 93% de nos clients qui sont satisfaits, 96% qui recommandent. Alors, on va pas faire de maths, mais on est en France. En France, quand on a 16 sur 20, c'est déjà pas mal. 16 sur 20, ça fait 80%. Et donc, c'est des taux qui sont vraiment extrêmement élevés dans l'industrie. Donc ces clients, ils sont extrêmement satisfaits et toute la réflexion qu'on a eue, c'est comment on est capable de pouvoir faire partager ce que c'est que la mobilité électrique, le faire au plus grand nombre et en passant par de la mise à disposition de véhicules ou voilà, de la notoriété qui est le point de départ pour tout constructeur. Nos clients les adorent. Comment on fait savoir à ceux qui ne sont pas clients que c'est quelque chose d'assez extraordinaire? Et en quoi consiste ton métier globalement? Alors aujourd'hui, beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Les véhicules électriques, donc c'est la partie produit. Donc il y a la Nissan Leaf. J'ai pas évoqué non plus le Nissan INV200. Le Nissan INV200, c'est un utilitaire. C'est très important parce qu'on parle beaucoup de qualité de l'air dans les villes. La livraison du dernier kilomètre, le développement du digital. Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais effectivement, c'est des choses qui font qu'on a besoin de trouver des solutions pour améliorer la qualité de l'air dans les villes avec des véhicules qui viennent livrer sans pot d'échappement. Et c'est aussi un véhicule qui existe en version 7 places. Alors pourquoi version 7 places, on a des entreprises qui font du transport d'enfants par exemple. On a, si je vais prendre ce qu'on voit beaucoup à Paris, vous les avez peut-être vus, le transport de personnes à mobilité réduite, le réseau PAM 75, voilà, utilise des Nissan INV200, donc ils sont 100% électriques. Donc il y a la partie évidemment véhicule et il y a la deuxième partie qui est la partie écosystème qui est absolument essentielle, parce qu'en fait la voiture électrique n'est qu'un tout petit maillon de tout ce qu'on peut faire avec. Et l'écosystème, ce sont nos clients, j'en parlerai un petit peu après peut-être. Mais la recharge, on a déployé un réseau de recharge rapide avec des grandes enseignes, des gens comme Auchan, des gens comme Ikea, où vous pouvez aller charger votre voiture électrique. Donc c'est devenu le plus gros réseau de France. Et tout ce qu'on peut faire aussi avec la voiture électrique, des choses assez exceptionnelles, parce qu'en fait, si on dépassionne le sujet, ce n'est ni plus ni moins qu'une grosse batterie sur roue, qui peut absorber de l'énergie à un endroit et aller la délivrer à un autre endroit. Et dans le cadre du développement de tout ce qui est énergie renouvelable, c'est un atout assez exceptionnel. Donc voilà, c'est une partie qui occupe beaucoup de notre temps pour développer ça de la meilleure manière possible. Ok. Alors si on parle un peu des opportunités, quelles opportunités existent pour les différents secteurs pourquoi on travaille avec des nano-influenceurs, à quoi ça répond comme problématique et puis aussi comment on fait ça concrètement? Comment on fait ça? On fait ça avec nous, ça c'est sûr déjà. L'idée c'est vraiment de créer de la proximité entre les consommateurs et les marques. Comme on a pu le dire, et comme tu l'as très bien dit dès le début, c'est que les gens ont envie de s'impliquer dans la vie des marques. Pour les marques qu'ils aiment, bien sûr, des marques à forte notoriété comme Nissan et comme beaucoup d'autres. Et donc, quand on leur propose une expérience unique, quelque chose qui va sortir de leur quotidien, qu'ils vont pouvoir partager en plus gratuitement
ça fait partie du jeu, avec leurs amis, avec leurs proches, les gens ils sautent sous l'occasion. Et donc nous, on va les inciter pour justement créer ce contenu. Donc nous, on va être vraiment générateur d'UGC, de ce qu'on appelle User Generated Content. C'est du contenu photo-vidéo créé par les consommateurs. Donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée de nos plateformes, puisque comme on est sur la gamification, l'expérience, etc., et non pas sur du simple test, eh bien, on va pouvoir créer du contenu de très bonne qualité. Alors, peut-être pas autant que des professionnels, c'est pas du même ordre, mais en tout cas, c'est très spontané, très naturel, et donc avec des vrais consommateurs, donc ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, Nissan aussi, on a beaucoup réexploité le contenu qu'on a pu générer, ça, c'était canon sur leurs différents réseaux sociaux. Et puis ensuite, on a même créé autour de tout ça une offre un peu 360, sur laquelle on va pouvoir jouer sur la partie ROI avec tout ce qui est web coupons, promotion, vente directe. Là même sur Nissan on va revenir, mais on a fait des ventes, on a été très fiers, on a pu vendre des véhicules, ce qui était assez improbable. Ensuite il y a tout ce qui va être reviews, donc des avis sur les sites marchands, qui devient aussi un phénomène extrêmement convoité. Toutes les marques cherchent à être bien positionnées, donc nous on va pouvoir sur certains sites générer ces avis grâce à des gens qui ont réellement testé les produits. Donc ça, c'est aussi un point très important. Et d'autres choses comme film professionnel, donc captation professionnelle, si on veut avoir des belles images. Tout ce qui est street marketing, en ce moment, on a un beau roadshow qui part avec Galbani, par exemple, en parallèle de notre campagne de Nano, où ils vont aller sur place sur le roadshow, donc on va pouvoir générer du trafic finalement avec nos ambassadeurs de marque. Et même, on va pouvoir travailler sur tout ce qui est CRM, data, donc finalement quelque chose d'assez global. Ok, ça veut dire que concrètement, il existe donc des plateformes où n'importe qui peut s'inscrire et se voir proposer des campagnes, et donc les marques peuvent se rendre sur cette plateforme, donc conseillées par toi, Eric, par exemple, pour aller choisir les personnes les plus motivées pour vivre une expérience. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ouvert à tous. Tout est gratuit, bien évidemment. Il y a donc 2 plateformes à date qui sont Very Good Moment et Groupplay. Et je t'invite bien sûr à t'inscrire dès après l'enregistrement de ce podcast. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, sur Groupplay, on a par exemple 16 campagnes. Donc, il y en a vraiment pour tous. Il y en a pour les enfants avec Andros, donc comme on dit, les tondeuses, même si tu as un grand jardin. Il y a vraiment tout type de propositions. Les gens s'inscrivent. Il y a un questionnaire qui est relativement simple. On va revenir, je pense, après sur la partie sélection. Voilà, donc c'est des choses qui vont nous aider. Mais en tout cas, le discours, c'est que c'est ouvert à tous. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais gens, justement, qui ne soient pas des influenceurs, notre idée, c'est vraiment de transformer des consommateurs en ambassadeurs de marque. Donc c'est comme on prend quelqu'un de normal, entre guillemets, pour en faire un ambassadeur, puisque la réalité, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que c'est ces gens-là, finalement, qui vont avoir le meilleur bouche à oreille derrière, sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès de leurs vrais amis, de leurs vrais proches. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer. Influenceurs, chacun à son échelle. Exactement. Finalement. Et ok, très bien. Thomas, est-ce que tu as déjà fait des campagnes de nano-influence, et puis à quel objectif ça répond, pourquoi finalement? Alors, c'est un bon point parce que Eric vient de parler des vrais amis et des vrais proches. Et en fait, l'idée est née il y a pas mal de temps. Donc, on a une relation particulièrement proche avec nos clients depuis longtemps. On a notamment un groupe sur Facebook qui s'appelle le LeFrance Café, qui regroupe les utilisateurs de véhicules électriques. C'est le plus grand groupe francophone de discussion autour de la voiture électrique, et il s'est fondé autour de la LIF. Et donc, on a reçu nos clients et des gens du LeFrance Café. C'était en 2014, c'était lors du Salon de Paris de l'automobile en 2014. Et donc, on discute ensemble, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? On cherche toujours à innover, à proposer des nouvelles choses dans les voitures, mais dans nos actions aussi. Et donc, on se rend compte en fait que nos clients LIF, donc extrêmement satisfaits de leur voiture électrique, ils en parlent à tous leurs amis, ils en parlent autour d'eux. Et vient la réflexion de vous en parlez tellement bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, et puis quelque part comment on peut vous remercier de ce partage d'énergie que vous avez, si on peut faire le jeu de mots sur le sujet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait les accompagner pour le faire. Et donc on a décidé de créer avec eux ce jour-là un programme qui s'appelle le programme ambassadeur. Donc on a gardé le thème « Partagez votre énergie », les ambassadeurs Nissan 100% électriques. Et en fait, les clients se parrainent entre eux. Donc c'est des schémas assez simples de parrainage. Ils peuvent le faire jusqu'à 4 fois par an. C'est 300 € de chèque cadeau par voiture qu'ils parrainent. Et les filleuls ont également des chèques cadeaux. Et ensuite, ils peuvent revenir s'enregistrer comme parrain et on continue. C'est quelque chose qui fonctionne de manière extraordinaire.
Pour partager quelques chiffres, on vient de fêter la 1000e vente par le programme ambassadeur de Nissan Leaf. On a aujourd'hui 17 000 Nissan Leaf en France, dont on va dire une grosse moitié à clients particuliers. Donc c'est une part des ventes qui est extrêmement importante, sachant que la Leaf, on la vend depuis 2010 et que ce programme a été lancé l'été 2015. Donc on a vraiment des résultats qui sont assez extraordinaires. Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Qui de mieux que quelqu'un qui roule déjà en véhicule électrique pour en parler. L'authenticité du témoignage est absolument essentielle. Et c'est quelque chose dont on est très fiers. Ils sont plus de 3000 aujourd'hui inscrits sur la plateforme et c'est quelque chose qui vit. C'est assez passionnant de voir les clients eux-mêmes agir et on pense qu'on a une opportunité de les aider. Et ça nous a appelé aussi à d'autres réflexions, dont l'opération qu'on a faite avec Very Good Moment. Mais on pourra revenir dessus après. Ok. Alors justement, parce que on parle d'ambassadeurs, de nano-influenceurs, comment on trouve les bons ambassadeurs pour les marques ? On va pas avoir un brief forcément qui est ultra précis, peut-être que si. Est-ce qu'ils ont des défis ? Est-ce que on va juger la qualité ? Est-ce que ça va être les contenus qui font finalement tu nous as parlé tout à l'heure de spots télé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la créativité au cœur de tout ça ? Oui, mais c'est vrai que la créativité, elle est essentielle donc dans notre métier, donc à ce qu'on propose donc par rapport à ces consommateurs, à ces ambassadeurs, puisque on veut toujours créer donc une histoire autour d'un produit. Par exemple, même je consomme de l'eau, de l'Évian, ok, c'est de l'eau, très bien. Elle est meilleure que les autres. Pourquoi ? Comment on va l'exprimer et comment on va vivre finalement une expérience autour d'une bouteille d'eau, donc à la base qui est quand même très classique. Et c'est ça le vrai challenge. Donc toujours trouver des idées originales. Et c'est vrai que depuis le début, on se débrouille plutôt pas trop mal. En tout cas, on essaye, y compris pour en tout cas des marques et des secteurs qui sont pas toujours évidents. On parlait de l'assurance, c'est du service, les assureurs. Et c'est qu'à la base, quand on pense à banque, assurance, on n'imagine pas forcément des consommateurs spontanément s'inscrire et vivre un bon moment entre amis pour s'amuser. Et bien si, pourtant ça marche. On a fait 4 campagnes comme ça autour de thèmes très rigolos, autour des tempêtes de neige à domicile, revivre l'assurance à travers le temps, enfin plein de thèmes assez rigolos, y compris pour les aspirateurs. Pareil, on se dit pas, tiens, samedi prochain, je vais inviter mes copains, on va passer l'aspirateur chez moi, ça va être génial. Alors, comment tu fais pour que ce soit génial ? Eh bien, là, pour le coup, on a créé un moment, c'était un challenge en live sur les réseaux sociaux. C'était pour la marque Dyson, donc très belle marque d'aspirateur. Et en réalité, les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient faire en avance. Donc, on a regroupé sur tout le territoire français 30 groupes et on leur a donné des petits challenges à réaliser en temps réel. Et par exemple, ils devaient faire des batailles d'oreillers. Donc, premier challenge, donc on avait envoyé des oreillers prédéchirés en plumes. Bien sûr, c'est beaucoup plus rigolo. Pour que derrière, ils passent l'aspirateur de façon ludique, rigolo. Idem, après, on leur a dit poussez le son dans votre salon, faites la fête. Et il y avait 4 kilos de cotillons. Donc, de quoi, clairement... si vous avez du parquet, vous voyez un peu le malaise que ça peut générer. Et après, prenez le petit-déj dans votre lit, toujours à 10, en prenant donc des céréales, des biscottes. On avait tout mis encore dans la box pour que ces challenges puissent se faire de façon très spontanée, très rapide, et les gens puissent s'amuser tout en finalement en passant l'aspirateur chez eux. Et ce qu'il en résulte, c'est du contenu très très bon, très original et viral. Surtout, c'est ce qu'on va chercher, puisque derrière, c'est qu'on veut que ce contenu se partage sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment efficace et c'est vrai qu'en tout cas, voilà, ces gens-là, du coup, ces nano-influenceurs n'ont pas de brief. Enfin, oui, c'est pas des pros de la photo, etc. Donc, on va plutôt créer des défis, des challenges pour les mettre en situation de créer le contenu que la marque souhaite obtenir. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'évidemment, c'est la marque qui nous rémunère. Nous, notre objectif, c'est que la marque soit contente, que les consos, bien sûr, soient contents aussi, puisqu'on a ces 2 clients. Mais on va vouloir orienter ce contenu pour que la marque puisse réexploiter cet UGC, puisque c'est un peu la finalité. Et là, j'ai un super exemple, donc je suis particulièrement fier aussi actuellement. C'est la marque Nerf, dont je suis très fan. C'est les pistolets Blaster, je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai un au bureau, je martyrise mes collègues avec. Et donc ici, le contenu qui est généré par les consommateurs, par les ambassadeurs, va être exploité dans le prochain spot télé par la marque. Et donc, ça veut dire que ce contenu qui est fait par des non-professionnels, finalement, il peut même passer en télé, en prime time, etc. Et finalement, ces consommateurs peuvent devenir les égéries de la marque. Et c'est un peu ce qu'on cherche à faire derrière. Donc, ce spot télé sortira en mai. Et je vous invite à voir pour les pistolets Super Soccer.
Et pour Nissan, du coup, ça répond, je suppose, bien sûr, il doit y avoir une partie de créativité qui est très importante, de recrutement. Alors, qu'est-ce que ça apporte aussi de travailler avec une agence pour mettre en place ce programme ? Il y a 2 points essentiels. Donc, comme on l'a dit, nos clients sont dingues des voitures. Ce programme ambassadeur, ça fonctionne, mais on s'est dit, OK, en termes de conquête, comment est-ce qu'on peut le faire découvrir et faire découvrir la mobilité électrique à plus de gens ? On a à cœur cette accessibilité de la mobilité électrique, de la faire découvrir au plus grand nombre, de montrer que c'est adapté au plus grand nombre. Et donc, on s'est dit, et si on allait plus loin et qu'on faisait quelque chose de vraiment marquant, en organisant en fait des essais grandeur nature. Alors, on le fait déjà. Aujourd'hui, on peut aller essayer un véhicule électrique en concession. Ça pose pas de difficulté. On peut se le faire prêter. À l'époque, on faisait des essais pendant 48 heures pour que les gens s'adaptent. Mais on s'est dit, et si on faisait un vrai test grandeur nature, mais quelque chose qui dure 2 ou 3 mois, et qu'on le fasse avec beaucoup de voitures. Et donc, on a décidé de mettre 45 voitures à disposition, donc des Nissan Leaf. Il y avait également l'INV 200 version 7 places pour les familles nombreuses, et de mettre ces voitures à disposition du grand public en conquête, c'est-à-dire sans choisir les gens, mais de pouvoir sélectionner des gens qui répondent à un certain nombre de critères qui sont liés à l'utilisation de cette voiture. Et de voir ce que ça donne. Et donc, on a pris le parti de le faire. On s'est dit, c'est comme ça qu'on peut rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. Sauf que il faut aller recruter ces gens. Et ensuite, il faut avoir beaucoup de créativité pour décider ce qu'on veut en faire. Nous, on avait cette idée générique. Et on avait une idée de quelque chose qu'on voulait faire. Et donc, c'est comme ça qu'on a regardé. Alors, on est très impliqué en France sur pas mal de choses. On fabrique des voitures en France. La Nissan Micra est fabriquée en France, par exemple. Et donc, du coup, on a cherché une start-up française qui faisait ce genre de choses avec de l'originalité et des beaux résultats. Il y avait des belles marques qui faisaient des campagnes. Et du coup, on s'est dit, on les a approchés pour dire, OK, est-ce qu'on peut envisager de faire quelque chose ? Voilà l'idée. On voudrait mettre entre 40 et 50 voitures à disposition de gens pendant 2 ou 3 mois pour qu'ils fassent quelque chose, et des gens qui ne connaissent pas la mobilité électrique. Donc le challenge était là. Et on a décidé d'y donner de l'ampleur. Donc la réflexion, on l'a eue début 2016. On a enclenché très vite parce que l'opération, elle a eu lieu entre mai et juillet 2016. Donc c'est aussi l'avantage, c'est d'avoir cette réactivité qui permet d'aller vite. Et donc, on a appelé cette opération Électrique République avec, donc le hashtag marche extrêmement bien. Il y avait un côté engagé, et on s'était dit, on fait quelque chose. Pour lancer l'opération, on a eu une idée assez dingue qui était de faire un défilé de voitures électriques sur les Champs-Élysées. Donc voilà, l'idée c'était de leur dire, OK, vous avez été sélectionnés, vous avez cette voiture, on vous la met à disposition. Et si ça vous dit, parce que c'est évidemment pas obligatoire, vous venez nous voir. On va passer un petit moment sympa ensemble. Alors, on avait réservé une salle de cinéma, on leur a projeté le film La Revanche de la voiture électrique, qui est un film assez ancien, mais qui est assez... Quand on le regarde aujourd'hui, on peut sourire, parce qu'on voit l'évolution qu'il y a eu depuis, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe. Et donc, on leur dit, venez avec votre famille, venez avec vos amis, et on va faire un cortège, 0 bruit, 0 émission, on va descendre les Champs-Élysées. Et ils sont quasiment tous venus. Et ça a fait des images exceptionnelles. Il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller voir, hashtag Électrique République. Vous la retrouverez sur la chaîne Nissan. Et donc, on a eu ça. Mais après, il a fallu aller plus loin et engager. Du coup, on s'est dit, la mobilité électrique, tout le monde pense que les voitures électriques n'ont pas beaucoup d'autonomie. Alors, à l'époque, c'était les premières générations de voitures électriques. Elles avaient des autonomies entre 100 et 160 km. Une Nissan Leaf, aujourd'hui, c'est 270 km. Donc, on a déjà doublé cette autonomie. Les gens font 29 km par jour en moyenne en France. 80% d'entre eux font moins de 50. Donc, c'est extrêmement adapté. Néanmoins, on s'est dit qu'une voiture électrique, on peut aller très loin. Et donc, on va faire un challenge, on va voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Et on va voir ce qu'ils ont, jusqu'où ils peuvent aller. Et donc, on avait dit, OK, donc on vous prête ces 45 voitures. On va faire un pari un peu fou. Le premier d'entre vous qui fait avec chacune des voitures, donc la Leaf et l'INV 200, 5000 km, il va la garder.
Ce sont des voitures qui étaient en finition haut de gamme, donc avec du cuir, du système de navigation. Donc on s'est dit, l'idée c'est de voir ce qui va se passer, la créativité qu'ils vont avoir et où est-ce qu'ils vont aller. Et il s'est passé des choses de dingue. On en a un qui a été jusqu'en Espagne avec. Il a fait un aller-retour en Espagne en partant de Paris avec une voiture 100% électrique qui à l'époque avait une autonomie d'une centaine de kilomètres. Celui qui a gagné la Nissan Leaf a fait les 5000 km en moins d'une semaine. Donc ça montre que la mobilité électrique est extrêmement adaptée. Et après, il y a eu, alors je vais peut-être repasser la parole à Eric, mais il y a eu beaucoup d'idées qui ont été apportées par l'agence pour faire des challenges. Alors, il y a plein de trucs extrêmement originaux. Je ne sais pas si tu as des idées en tête. C'est vrai que c'est une campagne qui m'a marqué. En tout cas, c'est vrai que Thomas, il tenait à son défilé sur les Champs-Élysées et on n'était pas peu fiers d'avoir réussi à le faire. Parce que c'est vrai que non, ils étaient vraiment tous venus. Donc ça, c'était vraiment déjà une super vitrine. Et après, c'est vrai qu'on s'est dit comment on va occuper ces 2-3 mois de test. Parce que donc, les gens ont 2 mois pour la Leaf, 3 mois pour le NV200. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour qu'ils nous fassent du bon contenu que la marque puisse réexploiter donc, sur ses réseaux? Et il y a des petits challenges très simples, mais toujours à faire entre amis, toujours en famille. Ça reste l'ADN même de Very Good Moment. Et donc, on avait par exemple flouté des lieux dans Paris. Et donc les gens devaient les retrouver. Donc finalement, les consos faisaient du street marketing parce qu'ils se baladaient avec le véhicule qui était floqué Nissan Electric Republic et retrouver les lieux et ensuite se garer. Donc c'est évidemment des lieux emblématiques de la capitale. Se garer et donc là faire un peu de la guérilla marketing, poser devant, se prendre en photo. Pareil sur tout ce qui était borne de recharge. Et ensuite il y avait des challenges dont tu as pu te parler Thomas, aller le plus loin possible de la capitale. Donc quand on a retrouvé quelqu'un en ENV 200 en Espagne, on s'est dit oulala, dis donc, heureusement qu'il a que 3 mois de test, sinon il serait parti en Russie avec un peu plus de temps. Et pareil pour effectivement le gagnant qui a fait les 5000 km en moins d'une semaine, on s'attendait vraiment pas à ce que ça aille aussi vite. Et cette personne nous a montré qu'en fait, on pouvait vraiment parcourir un nombre de kilomètres impressionnant avec cette voiture. Et d'autres défis, comme par exemple faire un spot télé autour du véhicule. Il y avait aussi, bien sûr, montrer un petit peu les différentes villes qu'on avait pu parcourir. Enfin, voilà, plein de challenges comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est que la marque a su, pendant ces 3 mois de test, réexploiter le contenu. Et ça, c'est hyper important pour que la communauté joue le jeu, que justement ces ambassadeurs, ils voient que la marque, elle suit aussi ce qui se passe et que finalement, elle est... Que ça vit, ouais, ça vit. Et ça joue beaucoup. Et c'est vraiment un gage de réussite. Donc là-dessus, en tout cas, c'était un plaisir de réfléchir à ces petits challenges. Donc en général, on se limite à 10 challenges, pour pas que ce soit non plus trop compliqué, trop long, que les gens peuvent ou pas, en tout cas, suivre. Donc là, concrètement, les gens, ces nano-influenceurs, consommateurs, ont postulé à une campagne et ensuite ils devaient partager le moment avec des amis. Exactement. Donc pour la sélection, en gros, pour faire très simple, il y a vraiment 2 façons de procéder chez nous. La première, c'est que c'est la marque qui va définir ses critères de sélection. Donc c'est très clair, comme j'ai pu le dire, la marque et le client. On s'adapte. Donc ici, on va nous dire des critères très précis, des hommes, des femmes, des habitudes de consommation. Donc pour la véhicule électrique... Thomas pourra en parler, mais c'est quelque chose d'assez précis parce qu'il faut quand même une prise électrique, par exemple, c'est tout bête, mais il faut quand même une prise électrique chez soi ou au bureau. Et on va s'adapter pour chaque secteur. En termes de lieu, peut-être. De lieu, est-ce qu'il faut un jardin, pas de jardin, est-ce que vous êtes déjà consommateur du produit ou pas, est-ce que vous avez une cuisine avec un four, si jamais il faut cuisiner un gâteau d'anniversaire pour Danone. Voilà, plein de choses comme ça qui sont des critères indispensables pour que l'opération puisse se mettre en place. Donc voilà, toute cette partie sélection. Et bien sûr, dans un second temps, on va avoir l'analyse des réseaux sociaux. Puisque même si ce ne sont pas des influenceurs, comme on peut le dire, ce sont quand même des gens qui ont entre 100 et 1000 abonnés, globalement. Et nous, ce qu'on va attendre d'eux, ce qu'on va regarder au-delà des abonnés, c'est surtout que ce soit des comptes publics, avec des gens qui postent. Nous, on veut surtout éviter les concouristes et on veut des gens qui soient des vrais gens. C'est ça qui va nous intéresser. Qui postent du contenu régulièrement d'eux et sur lequel il y a de l'interaction. Donc en fait, c'est vraiment ça, on va regarder les photos de profil, etc. On va regarder, donc c'est un travail assez minutieux qui nous oblige, au-delà des fans, à regarder si c'est des vrais profils, s'il y a une vraie communauté, des amis, si ça vit de façon spontanée et dans le temps. Donc voilà, c'est vraiment les 2 critères sur lesquels on va travailler. Et après, sur Nissan, il y avait pas mal de critères en plus. Il y avait des critères spécifiques, sûrement. Alors, on avait vraiment la volonté de pouvoir recruter des gens qu'on ne connaissait pas. Mais il y avait un certain nombre de prérequis et principalement pour eux en fait. Donc Eric l'a dit, il y avait beaucoup de challenges pour rouler beaucoup, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir avoir une solution de recharge. Parce que ce qui est assez extraordinaire avec la voiture électrique, c'est que la station-service devient son domicile ou son lieu de travail.
Donc c'est super parce que en fait on utilise sa voiture comme on utilise son smartphone et on rentre chez soi le soir, on le branche, ça charge, on ne se pose pas de questions. Mais par contre il fallait à minima avoir cette accessibilité pour pouvoir s'en servir. Donc c'était plutôt des gens qui étaient en habitat individuel, qui pouvaient charger sur leur lieu de travail ou donc à domicile. On l'avait fait également à proximité de la région parisienne parce que on s'est dit, c'est des gens, ça va être leur premier contact avec la voiture électrique. Donc, si on a quelqu'un de Marseille qui souhaite participer, il va vouloir, son premier trajet va être un Paris-Marseille. C'est peut-être pas le trajet le plus idéal. Bon, finalement, ils ont été en Espagne, donc voilà. Mais le point était d'avoir ce sujet-là. Il fallait avoir son permis de conduire. Voilà, c'est pareil. Simple, mais on était sur ce sujet-là. On n'avait pas de sujet particulier. On a même, j'ai souvenir, quelqu'un qui avait pas beaucoup de revenus, qui avait postulé. Et on s'était dit, tiens, est-ce qu'il doit y avoir des critères ? Parce que c'est vrai qu'un véhicule électrique, c'est un véhicule neuf. Donc, est-ce qu'on prend des gens qui sont en position d'acheter un véhicule ? On n'a pas voulu le faire parce qu'on s'est même dit, ça pourrait être sympa d'avoir quelqu'un qui, j'en sais rien, n'a pas de véhicule, a besoin d'un véhicule pour chercher du travail, par exemple, et qui va l'utiliser pour ça. C'est quelque chose qui est assez positif, en fait, et qui peut avoir un impact important. Donc, on avait la partie critère était vraiment sur rendre les choses possibles, ne pas mettre les gens en situation difficile et le rendre vraiment le plus sympa possible à faire. Ouais, donc là, il y avait 45 ambassadeurs. D'ailleurs, on a eu à peu près 800 inscrits. Donc c'est vrai que les gens postulent facilement. Après, quand c'est des produits comme ça avec une forte valeur ajoutée, certains peuvent avoir un petit peu peur finalement, en se disant si j'ai un accident, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est vrai que c'est pas les opérations sur lesquelles on a le plus de gens qui postulent, alors que pourtant la dotation elle est hyper intéressante. Mais c'est vrai que les gens peuvent avoir un peu cette appréhension, en tout cas par rapport au prix du produit. Et donc nous, c'est vrai qu'on va travailler notre communauté de 260 000 inscrits, à qui on va proposer les différentes opérations, et puis on va perpétuellement recruter des nouvelles personnes au travers de notre système avec les invitations, la communauté, les votes, pour en faire en sorte que ce contenu rayonne. Et puis aussi, on investit régulièrement sur Facebook, sur Insta, qui sont forcément les terrains de jeu de toutes nos campagnes. Ok. Donc il y a un recrutement qui est permanent, finalement. Ouais. On recrute entre 1000, en fonction des mois, entre 1000 et 6000 nouveaux inscrits par mois. Ok. Et je suppose que parmi les inscrits, là, typiquement, parmi ceux qui sont acceptés à la campagne, est-ce que les autres ont aussi parfois des avantages ? C'est-à-dire, si j'ai pas été accepté pour une campagne Nissan ou Danone ou autre, est-ce que je peux quand même bénéficier, je sais pas, de bons de réduction ou d'une promotion Oui, on joue vraiment avec cette gamification jusqu'au bout et à tous les niveaux. Donc, si effectivement la personne est sélectionnée, elle est ambassadeur, elle reçoit la box, elle a du coup ses dotations, ses goodies. Et d'ailleurs, si elle est best ambassadeur, si elle est le meilleur ambassadeur de la campagne, à chaque fois, il y a une dotation. Ici, c'était quand même une voiture, donc c'est pas rien. Mais bon, généralement, c'est des choses un peu plus simples. Ça peut être des voyages, des ordinateurs, des choses comme ça. Et même pour la communauté, il y a des votes. Les gens qui votent, s'ils votent pour la photo préférée, en tout cas la photo qui est élue, ils vont pouvoir gagner des dotations. En ce moment, on a une campagne pour Carte Noire. On fait un grand vote national pour élire le meilleur café gourmand des Français, etc. Donc oui, on va jouer là-dessus. Les gens peuvent gagner des points à chaque étape, aussi en donnant leur avis. Donc s'ils partagent leur avis auprès de leur communauté, donc sur une marque, sur Nissan Leaf, je crois qu'on avait eu plus de 200 avis quand même publiés. Et là encore, si les gens les partagent, ils peuvent gagner une dotation ou un BR ou une offre en fonction de ce que la marque, bien sûr, peut produire, peut sortir. Et pareil pour les inscrits, donc il y a ceux qui sont sélectionnés, qui sont les heureux élus, et les autres qui n'ont pas de chance cette fois-ci, mais à qui on peut proposer une promo, une remise, le fait de... Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens quand même qui, à un moment, étaient intéressés et par la marque, et par le concept qu'on leur a proposé. Donc voilà, même si là, ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils ne répondaient pas forcément aux critères, c'est pas pour ça que la marque ne peut pas s'adresser à eux avec un petit quelque chose. Ok. Et une question qui est assez importante quand même, c'est comment on mesure l'impact de ce qu'on fait ? Est-ce que là, sur la campagne Nissan, vous avez eu des résultats ? Alors oui, je l'avais dit au début, on est assez attaché à cette partie innovation et de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On avait fait un communiqué de presse autour de ça. Il y avait eu déjà beaucoup d'adhésions. Parce que c'est vrai que prêter gratuitement une voiture 100% électrique haut de gamme
à des gens qui pouvaient s'inscrire naturellement avec des critères simples qui étaient il faut pouvoir charger chez soi et puis rouler avec la voiture, parce que si on va travailler avec les transports en commun, on n'a pas besoin du véhicule, c'est dommage, on va pas en profiter, donc il faut mieux laisser ça à ceux qui ont besoin d'un véhicule. Donc on était vraiment dans cette réflexion-là, et les résultats étaient effectivement intéressants. Eric a parlé, je crois que c'était 780 inscrits pour 45 voitures possibles, sachant qu'il fallait être à proximité, donc c'était déjà assez intéressant. L'audience était là, et le plus surprenant, ça a été l'adhésion des gens. Lorsqu'on a mis en fait en main les véhicules, les gens nous ont dit si je gagne pas, est-ce que je pourrais racheter la voiture à la fin? Et nous, on n'y avait pas du tout pensé. Le but, c'était pas de vendre des voitures. Le but, c'était de perturber, de dire, voilà, vous pensez tous que la voiture électrique, c'est fait pour des petits trajets, mais pas du tout. Elle est extrêmement adaptée aux grandes distances. Lorsque vous faites beaucoup de kilomètres tous les jours, enfin, c'est un outil qui convient bien. Le confort, le plaisir de conduite, il est extraordinaire. Donc, on n'avait pas pensé à ça. Et écoutez, oui, effectivement, si vous le souhaitez, on pourra, à la fin de l'opération, proposer des conditions préférentielles. Et on en a 10 qui ont acheté les voitures. C'est extraordinaire, c'était pas du tout fait pour. En ROI, ça devait être pas mal. Donc, meilleur taux de transfo ever. Donc effectivement, ça a été extrêmement surprenant, extrêmement positif. Et la deuxième chose derrière, c'est que donc il y a un ROI évidemment entre l'investissement et le résultat qui est intéressant. Pour nous, l'impact, il est principalement sur la notoriété. Alors c'est toujours difficile à mesurer parce qu'on est sur des indicateurs à temps long, mais c'est des choses qui sont intéressantes, et surtout on continue aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi là, c'est-à-dire que sur ces expériences de nano-influence et de liens et de ce type d'opération, on continue aujourd'hui à faire des choses. Aujourd'hui, si vous allez par exemple sur nissan.fr, on a une plateforme de notation qui s'appelle Review, qui est une plateforme indépendante, c'est quelque chose qui est mondial, et on met en avant du coup les gens qui ont nos produits notent nos produits de manière complètement indépendante de Nissan, parce que qui de mieux que quelqu'un qui donne son avis de manière spontanée via une plateforme de notation pour aider ceux qui s'interrogent à le faire. Et donc c'est assez intéressant. On avait pu, je crois, communiquer l'année dernière que la Nissan Micra, par exemple, on avait 8,8 sur 10 en Europe, en moyenne. Donc les gens qui en avaient étaient extrêmement satisfaits, et c'est quelque chose qu'on avait relayé. Et on a également continué à faire des choses. Alors, on a changé un petit peu d'angle, mais on a fait une opération. Alors, c'était à Noël de cette année en partenariat avec la mairie de Paris et le Secours populaire. Alors, c'est peut-être une opération que vous connaissez, qui s'appelle les Pères Noël verts, où le principe, en fait, c'est de pouvoir récolter dans 300 points de collecte qui sont répartis dans la capitale des cadeaux pour les enfants défavorisés, pour qu'ils puissent aussi vivre la magie de Noël un peu comme tout le monde. Et en fait, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. En 2017, ils avaient récolté 3700 cadeaux que les gens avaient donnés. Et cette année, ils ont fait appel à nous en disant, on s'est dit qu'avec les voitures, on pouvait vider les hottes quand elles sont pleines plus rapidement. Et plus on vide les hottes, plus les gens ont le réflexe de remettre des cadeaux dedans. Et donc, effectivement, avec les voitures, on est capable de transporter ces cadeaux et les ramener, en fait. Donc voilà, on a des employés, d'ailleurs, de la marque qui ont conduit les voitures pour le faire. C'était sous forme de journée de bénévolat. Et le résultat était assez extraordinaire. Alors évidemment, on l'a fait avec des voitures électriques parce que c'était au sein de Paris, on a parlé de la qualité de l'air, donc c'était important de le faire sans émissions à l'échappement. Et ils ont terminé cette année à 10 508 cadeaux, donc on a multiplié quasiment par 4 ce qui a pu être collecté, mais de la même manière, alors les véhicules étaient superbes, ils étaient stickés Père Noël vert, on ne pouvait pas les rater, c'était les hottes mobiles du Père Noël. Et donc c'est le type de choses qu'on continue à faire parce que ça donne beaucoup de visibilité pour la marque et beaucoup de notoriété. Ouais, c'est vrai que sur cette opération, même Nissan, je crois de tête, on a fait l'audience sur la partie digitale était à 1,7 million. Et voilà, alors, pourtant je pense que c'était pas le budget le plus important que sur la partie digitale de la marque Nissan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des relais RP qui se sont mis en place parce que justement la promesse était intéressante, opération gratuite, etc. Et donc nous, de notre côté, on va mettre en place des outils pour que la marque puisse justement suivre les résultats. Donc sur la partie digitale, ce soit donc l'audience, tout ce qui va être tonalité, ce que c'est positif, négatif. Pour l'assurance, d'ailleurs, c'était hyper intéressant parce qu'ils étaient très demandeurs de ce genre de retour. Tout ce qui peut être aussi le nombre de publications, voir si c'est des photos, des vidéos, sur quel réseau. Donc on va vraiment tout traquer sur la partie digitale. Donc ça, forcément, c'est hyper intéressant pour le bilan.
et aussi sur la partie ROI. Donc là, Nissan, meilleur exemple, 10 voitures vendues sur 45. Bon, bah là, la messe est dite. Mais on a aussi sur d'autres secteurs, d'autres possibilités. Typiquement, pour l'agroalimentaire, on fait beaucoup de web coupons. Donc, c'est des coupons promotionnels qui sont mis en ligne. Et là, qui nous permettent d'avoir un retour immédiat. Donc, on sait exactement combien sont transformés, combien de gens vont en magasin avec leur bon de réduction. Et on a des taux qui se situent entre 20 et 40%. Et alors, bon, je ne sais pas si... Mais c'est vraiment... Ouais. J'ai déjà des clients qui m'ont dit tu m'embêtes avec ton taux de transfo, du coup ça a plombé mon budget parce qu'ils ne s'attendaient pas à des taux de transformation aussi importants. Donc voilà, on a fait Carambar il n'y a pas longtemps, on a eu 30%. Voilà, donc c'est vraiment les chiffres régulièrement donc pour le secteur agroalimentaire. On fait aussi des études IRI en point de vente. Donc quand on a des gros volumes, parce que là on avait 45 ambassadeurs, mais on peut monter à 1000 ambassadeurs qui invitent 10 copains. On a 10 000 personnes qui se retrouvent sur tout le territoire, donc on peut quand même avoir une résonance vraiment impactante. Et là, on va les mesurer en point de vente, voir, donc grâce à IRI, avant, pendant, après l'impact. Donc ça, on a fait avec Tassimo aussi, plus 3,3 en part de marché. Donc ça va être plus 57% de demandes sur les groupes exposés. Donc ça, c'est des chiffres sortis vraiment de cette étude. On va en faire une prochainement, puisqu'on a une autre belle campagne là, qui va sortir avec encore un gros volume. Et puis, on va pouvoir aussi faire de la vente directe. Ça nous arrive. On a un peu comme tu parlais de réunion Tupperware au tout début. En fait, on n'en est quand même pas si loin. Et il nous est arrivé de faire de la vraie vente directe aussi pour Bonduelle. Donc, c'est une marque extrêmement connue, mais des produits assez simples, entre guillemets. Ça n'a en tout cas rien de péjoratif. Là, dans ma bouche, c'est vraiment juste des conserves, de légumes, etc. Et qu'on va pouvoir vendre directement. Chez soi. Exactement, okay. À ses amis. Et donc là aussi, c'est des opérations qui du coup se financent en partie, puisqu'il y a ce chiffre d'affaires complémentaire qui va être réalisé. Et puis après, on va aussi pouvoir justement mesurer, quand on parlait de reviews, combien d'avis sur les sites marchands, forcément ça va faire partie du ROI global de l'opération, et combien de publications, puisque encore une fois, comme on disait que cette UGC va être réexploitée. Donc tout ça, ce sont des objectifs sur lesquels la marque en tout cas va attendre des résultats et sur lesquels on peut monitorer ce qu'on fait. Ok, cool. Merci beaucoup. Donc j'ai une petite question suggérée par Eric pour la fin. Thomas, est-ce que la taille compte ? Alors écoute, est-ce que la taille compte ? Je vais faire un lien avec ce qu'on fait dans notre marque. Et je vais voir ce que Eric répond après. Aujourd'hui, nos clients Leaf, donc nos clients 100% électriques, sont ceux qui roulent le plus, alors que ce sont ceux qui ont techniquement le moins d'autonomie. Okay. Voilà. Nos clients Leaf, en moyenne, font 17 000 km par an. Nos clients Qashqai, par exemple, font 12 000 km par an. Faire 5 000 km par an de plus en moyenne est énorme. Et ça montre en fait que cette voiture qui était à la base pensée, on pense souvent à la voiture électrique, ça va être la deuxième voiture du foyer pour aller en ville, mais en fait la voiture électrique devient la première voiture du foyer avec laquelle on fait toutes les activités. Et donc en l'occurrence, la Leaf n'est pas une citadine, c'est une berline familiale avec 5 places, 5 portes et un grand coffre. Et avec un plaisir de conduite assez exceptionnel et des coûts à l'usage extrêmement réduits. Et donc, ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc, est-ce que la taille compte ? Je vais me tourner vers Eric. Là, je suis bien embêté parce que je ne pensais pas que Thomas avait vraiment une réponse à cette question. Donc, me voilà un petit peu désarmé. Toi, tu vas dire que non, de toute façon. Non, mais bien sûr, ça ne compte pas. Mais voilà, j'allais dire, la taille, bien sûr, ne compte pas. Seul l'engagement compte. Ok, super. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup. Les originaux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Si cet échange vous a plu, je vous invite à laisser une note, 5 étoiles de préférence sur iTunes, et vous inscrire pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.